Bonjour, j'espère que vous passez un bon temps. On va commencer la 5e unité concernant l'immunologie. Et on va commencer par le premier chapitre qui parle du soi et du non-soi. Comme situation problème, bien que nous soyons en contact permanent avec d'innombrables germes et microbes de l'environnement, dont certains sont pathogènes, les infections que nous développons sont relativement rares. La raison est que notre organisme dispose de multiples moyens de défense dont l'ensemble constitue le système immunitaire, qui assure l'intégrité de l'organisme. Donc pour lutter efficacement contre ces agresseurs, il est indispensable pour l'organisme de distinguer ses propres constituants, le soi vis-à-vis duquel le système immunitaire doit être tolérant, et ceux qui lui sont étrangers, le non-soi qu'il doit éliminer. On propose des questions. Comment l'organisme distingue-t-il un élément étranger de l'un de ses propres constituants? Quelle est la nature moléculaire du soi et du non-soi? Première activité, on va chercher des définitions en exploitant les données suivantes. Donner une définition concernant le soi, le non-soi, l'antigène et le déterminant antigénique. Donc d'après ces données, il faut les lire, bien comprendre et chercher à donner des définitions précises pour les différents termes qu'on vous a donnés. L'invasion du corps par des bactéries ou des virus entraîne une réponse de l'organisme afin de les combattre et garder son intégrité. B. Chez certaines personnes, l'inspiration des grains de pollen entraîne une saccade d'éternuement et de toux. Le corps peut produire des cellules immunitaires capables de lutter et tuer les cellules tumorales, cancéreuses. Le corps peut produire des cellules immunitaires capables de lutter et rejeter les cellules étrangères dans le cas de greffe. L'injection d'un venin d'abeille entraîne une inflammation locale. Donc d'après ces données, d'après vos connaissances, essayez de donner une définition à ce que c'est le soi, le non-soi, l'antigène et le déterminant antigénique. Le soi correspond à l'ensemble des constituants de l'organisme. Ils peuvent être soit organes, soit cellules, soit des molécules, résultant de l'expression de son génome. Le soi ne déclenche pas de réponse immunitaire. Par contre, le non-soi est constitué par l'ensemble des molécules étrangères à l'organisme, c'est-à-dire non codées par son génome. Le système immunitaire développe contre le non-soi des réactions ayant pour conséquence son élimination. Le non-soi peut être exogène, tels les bactéries, virus, parasites et greffons, ou endogène, nommé aussi un soi modifié, cellules cancéreuses ou cellules infectées. Alors qu'est-ce que l'antigène? L'antigène est toute molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère à l'organisme, c'est-à-dire le non-soi, et de déclencher une réaction immunitaire contre elle. Un antigène est une molécule du non-soi caractérisée par son antigénicité, c'est-à-dire sa propriété d'être reconnue comme non-soi par le système immunitaire, et son immunogénicité, c'est-à-dire sa propriété de déclencher une réaction immunitaire spécifique. Alors qu'est-ce que c'est le déterminant antigénique? Un déterminant antigénique. Des études approfondies de la molécule d'antigène montrent que seules certaines parties de cette molécule peuvent déclencher une réaction immunitaire. Ce sont les déterminants antigéniques ou épitopes. Voilà un exemple. Si on considère que cet élément-là est l'antigène, cet antigène présente des éléments
à sa surface qui peuvent être des épitopes. Ce sont les déterminants antigéniques. C'est-à-dire que l'immunité peut reconnaître l'un de ces deux éléments pour reconnaître l'antigène. Donc l'antigène montre que seules certaines parties de cette molécule peuvent déclencher une réaction immunitaire. Remarque, nos propres molécules pourraient déclencher des réactions immunitaires chez un autre individu. Donc ce sont des antigènes pour lui. Activité numéro 2, découverte des marqueurs sanguins qu'on appelle les marqueurs mineurs. Document 1. Avant la découverte des groupes sanguins A, B et O, le transfert du sang d'un donneur volontaire à un receveur provoquait dans certains cas des problèmes post-transfusionnels pouvant entraîner la mort du receveur. En effet, les hématies injectées du donneur sont agglutinées, formant dans les capillaires des receveurs des masses de globules qui gênent d'abord la circulation sanguine, puis ils sont détruites, c'est l'hémolyse. L'hémoglobine libérée bloque le fonctionnement des reins, d'où la mort du receveur. Dans ce cas, la transfusion est dite incompatible. Par contre, dans d'autres cas, on n'observe pas de problème, il s'agit de transfusion compatible. Voyez ici une goutte de sang, et là, bien sûr, agglutinée. C'est-à-dire il y a des amas de globules rouges. C'est-à-dire les globules rouges sont assemblés entre elles pour former un amas. Document numéro 2. La figure 1 représente une observation au microscope électronique d'une portion de la membrane d'une hématie. L'hématie, c'est la globule rouge. Après son marquage par une substance radioactive. Les points noirs correspondent à des marqueurs membranaires mis en évidence par ce marquage. Ces marqueurs, appelés agglutinogènes ou antigènes, sont responsables du déclenchement de la réaction d'agglutination. C'est-à-dire sans ces antigènes, il n'y a pas d'agglutination. C'est pourquoi ils appellent agglutinogènes. La figure numéro 2, celle-ci, montre qu'un agglutinogène est une glycoprotéine membranaire, protéine de la membrane associée à des chaînes de molécules de glucides, dont la partie terminale glucidique porte un sucre particulier. Si le sucre est le N-acétylgalactosamine, noté Ng, il s'agit de l'agglutinogène A ou antigène A. Si le sucre est le galactose, noté Gal, il s'agit de l'agglutinogène B, antigène B. Document 3. Le plasma d'un individu peut contenir naturellement des substances solubles de nature protéique appelées agglutinines. Lorsque je parle d'agglutinogène, on parle de protéines à la surface des globules rouges. Par contre, les agglutinines, c'est une substance soluble dans le plasma. Des agglutinines anti-A ou des agglutinines anti-B ou des agglutinines anti-A, anti-B, comme il ne peut contenir aucun type d'agglutinine. Dans le cas de transfusion incompatible qu'on avait ici, les agglutinines présentes dans le plasma du receveur reconnaissent et fixent de manière spécifique les agglutinogènes correspondants présents à la surface des hématies du donneur. Et il y a formation de complexes antigènes-anticorps, c'est-à-dire agglutinogène-agglutinine, responsable du rassemblement des hématies en amas ou agglutination des hématies. Dans un sang, c'est-à-dire un autre sang, ne peuvent pas coexister. Dans un sang, n'importe quel sang, ne peuvent pas coexister les agglutinines et les agglutinogènes qui leur sont complémentaires. Voilà le groupe A, groupe B, A, B et O. Vous voyez bien que A présente les agglutinogènes A, B présente agglutinogène B, les AB et présente les deux. Par contre, O, il n'en a pas. Dans le sérum, dans le plasma, pour le A, on a l'agglutinine B, pour le B, on a agglutinine A, pour le AB, on n'a pas d'agglutinine parce qu'il présente les deux agglutinogènes, et pour le O, il a bien sûr les deux agglutinines, anti-A et anti-B. Comme question, en exploitant les données des documents
montrer que l'hémagglutination est une réaction immunitaire en expliquant le mécanisme moléculaire de l'agglutination. Deuxièmement, déterminer les caractéristiques et schématiser le type d'agglutinogène et agglutinine caractérisant chaque groupe sanguin, présenter la réponse sous forme de tableau. On vous a aidé déjà, voilà le tableau. À partir des informations précédentes, dégagez la règle de transfusion. Donc prenez un peu de temps pour réfléchir à répondre à ces questions, en vous aidant bien sûr de ces documents. Alors, si on commence à répondre à la première question, montrer que l'hémagglutination, c'est-à-dire agglutination, est une réaction immunitaire. L'agglutination est l'assemblement des hématies, globules rouges seulement, constituant un amas. L'hémagglutination, observée dans le cas d'une transfusion incompatible, est la manifestation des réactions immunitaires développées chez le receveur. Les agglutinogènes du donneur sont reconnus comme antigènes, c'est-à-dire non-soi, par des molécules solubles se trouvant dans le plasma des receveurs appelées agglutinines ou anticorps, capables de se lier aux agglutinogènes de configuration complémentaire. Il y a donc formation de complexes antigènes-anticorps qui se manifestent par une agglutination des hématies. Les agglutinines ou anticorps sont donc les effecteurs de cette réaction. Donc, du fait qu'on a le complexe antigène-anticorps, c'est-à-dire une relation entre agglutinine et agglutinogène, donc il y a une réponse immunitaire. Donc, on peut considérer l'agglutination comme réponse immunitaire. Déterminer les caractéristiques et schématiser les différents types. Alors, l'observation au microscope électronique, les expériences de marquage radioactif et l'étude biochimique ont permis de localiser sur les membranes des hématies des glycoprotéines, substances constituées de protéines combinées à des glucides, dont la partie terminale diffère d'un groupe à l'autre. Ce sont les marqueurs sanguins. On a soit A, soit B, soit O. Il existe deux types de glycoprotéines membranaires, appelées agglutinogènes A et agglutinogènes B. Ce sont des antigènes. Il existe dans le plasma deux types d'anticorps appelés agglutinine, agglutinine anti-A, agglutinine anti-B. Ce sont les anticorps. Dans le même sang, un agglutinogène ne peut pas coexister avec l'agglutinine correspondante. L'agglutination se produit lorsque l'agglutinogène A rencontre l'agglutinine anti-A ou lorsque l'agglutinogène B rencontre l'agglutinine anti-B. Il existe donc 4 groupes sanguins qu'on désigne par A, B, AB et O. Et les 4 groupes sanguins se caractérisent comme suit. Donc voilà les 4 groupes sanguins. Voilà donc la schématisation des globules rouges pour chaque groupe sanguin. Donc ce qu'il contient comme antigène et dans son plasma, voilà ce qu'on a comme agglutinine. Donc agglutinine anti-B se trouve dans le groupe A, l'agglutinine A dans le groupe B, absence d'agglutinine dans le groupe AB et présence d'agglutinine A et anti-B pour le groupe O. Alors dans ce cas, on nous demande, à partir de ces informations, dégager la règle de transfusion. Alors pour que la transfusion réussisse, bien sûr, il faut donner du sang à un individu qui n'a pas d'anti-A. C'est pourquoi on donne bien sûr le groupe O, c'est-à-dire le sang du groupe O, à n'importe quel individu, parce qu'il ne présente pas d'agglutinogène. Et même s'il y a présence ou absence des agglutinines, il n'y aura pas de réaction immunitaire. Par contre, si on donne le groupe A au groupe B, le groupe A est la agglutinogène, le groupe B a l'agglutinine anti-A. Donc il va y avoir une réaction d'agglutination. Donc comme réponse, une transfusion sanguine ne peut s'accomplir en dehors d'une compatibilité entre le sang des donneurs et celui des receveurs. Sinon, des troubles de circulation sanguine se produisent chez ce dernier. Pour réaliser une transfusion sanguine, on doit appliquer la règle suivante. Les agglutinogènes du donneur ne doivent pas rencontrer les agglutinines correspondantes dans le sang du receveur, d'où les différentes possibilités de transfusion entre les 4 groupes sanguins. Donc, chacun peut donner à lui-même A, B, B et O,
Mais O peut donner à A, à AB, à B. C'est un donneur universel. Par contre, A ne peut donner son son qu'à AB. B aussi, qu'à AB. Alors que AB, il peut donner à lui-même et il peut recevoir de n'importe quel groupe. C'est un receveur universel. Document B. En plus des agglutinations membranaires A et B, les hématies peuvent porter un autre antigène membranaire appelé antigène D ou facteur rhésus. Ce facteur est déterminé par un allèle dominant noté RH+, porté par le chromosome 1. Les individus qui possèdent cet antigène sont dits rhésus+, 85% des sujets. Ceux qui ne le possèdent pas sont dits rhésus négatifs ou rhésus-. Les anticorps anti-rhésus, appelés aussi anti-D, n'existent pas naturellement dans le plasma, mais ils sont synthétisés suite à une transfusion incompatible. C'est-à-dire lorsqu'on donne du sang R+, à un individu R-, c'est-à-dire rhésus+ à rhésus-, le rhésus-, l'individu de rhésus-, n'a pas l'antigène des rhésus+. Donc, le rhésus+, pour lui, c'est un étranger. C'est un non-soi. Donc, il va y avoir une réaction immunitaire contre ce sang. Donc, comme question, proposer une explication quant à la cause de synthèse des anticorps anti-RH chez un individu RH-, rhésus-, suite à la transfusion incompatible, puis dégager la règle de transfusion dans le système rhésus. Comme première réponse, la transfusion du sang rhésus+ à rhésus- est incompatible et entraîne une agglutination, car l'organisme du receveur rhésus- considère l'agglutinogène facteur rhésus présent à la surface des hématies des donneurs rhésus+ comme élément étranger, c'est-à-dire du non-soi, et va déclencher une réponse immunitaire caractérisée par la synthèse des anticorps qui sont les agglutinines anti-rhésus. C'est-à-dire que le corps ou l'organisme de l'individu rhésus-, lorsqu'on lui donne du sang rhésus+, il va produire des substances immunitaires qui vont attaquer, bien sûr, ce rhésus+, et entraîner à ce qu'on appelle l'agglutination. Deuxième question. Contrairement au système ABO, où on a naturellement des anticorps anti-A, anti-B, les anticorps anti-D, c'est-à-dire anti-rhésus, n'apparaissent que lorsque le facteur rhésus+ est introduit chez un individu rhésus-. Pour cela, dans la transfusion sanguine, on doit éviter que le receveur rhésus- soit transfusé par du sang d'un donneur rhésus+. Une personne rhésus- ne peut recevoir du sang d'une personne rhésus+. Par contre, il peut recevoir du sang que d'une personne de rhésus-. Comme conclusion, les antigènes mineurs sont des molécules localisées à la surface de la membrane des globules rouges et sont responsables des réactions éventuelles d'agglutination lors de certaines transfusions entre donneurs et receveurs incompatibles. Ils sont appelés pour cela agglutinogènes. Il s'agit principalement des antigènes des groupes sanguins ABO et groupes sanguins rhésus. Activité numéro 3, cherchons s'il y a des marqueurs majeurs puisqu'il y a des marqueurs mineurs. Et on va mettre en évidence la présence d'autres marqueurs. Une greffe est un transfert d'un tissu ou d'un organe qu'on appelle greffon dans un même organisme ou entre deux organismes différents, un donneur et un receveur. On réalise des expériences de greffe de peau chez des souris, puis on observe les modifications subies par le greffon dans les jours qui suivent. Les expériences et les résultats sont représentés par le document suivant. Comme question, dans quel cas les greffes ont réussi en considérant
la parenté génétique entre le donneur et le receveur, montrer que le rejet de greffe est une réaction immunitaire et donner une explication des résultats obtenus. Donc, comme toujours, prenez votre temps à chercher des réponses tout seul, puis on continue après. Du document, on peut constater que la greffe ne réussit que si le receveur et le donneur ont la même information génétique. Autogreffe, isogreffe. Remarquez ici, le cas autogreffe, c'est-à-dire je me donne un organe, je fais une transplantation, par exemple, de ma peau d'une région à une autre. C'est ce qu'on appelle autogreffe. Par contre, isogreffe, c'est-à-dire ou homogreffe, c'est-à-dire entre un donneur et un receveur génétiquement identiques, entre deux, les vrais jumeaux par exemple. Donc dans ce cas-là, le greffon a été accepté, c'est-à-dire que la greffe a réussi. Par contre, si on fait une allogreffe, c'est-à-dire le donneur et le receveur appartiennent à la même espèce mais génétiquement différents, c'est-à-dire un rat humain donné à un humain. Par contre, les xénogreffes, c'est-à-dire d'un animal à un humain, donc d'une espèce à une autre. Dans les deux cas, vous voyez bien ici qu'il y a un rejet de greffe. Donc, des documents, on peut constater que la greffe ne réussit que si le receveur et le donneur ont la même information génétique, autogreffe ou isogreffe. Par contre, il y a rejet des greffons si le donneur et le receveur sont génétiquement différents, allogreffe et xénogreffe. Dans le cas où le greffon provient de l'individu receveur ou de son jumeau, même matériel génétique, il est accepté. Les tissus du donneur et du receveur sont rapidement confondus. Les deux tissus sont dits compatibles. Et on dit aussi qu'il y a histocompatibilité. Histo, ça veut dire tissu. Ça veut dire que les deux tissus sont compatibles. Et on parle d'histocompatibilité. Dans le cas où le greffon provient d'un individu non apparenté, étranger, et de se nécrose, puis se dessèche, on dit qu'il est rejeté. Les tissus du donneur et receveur sont incompatibles et on dit qu'il y a histo-incompatibilité. Donc, montrer que le rejet de greffe est une réaction immunitaire. L'acceptation des greffons dans le cas d'autogreffe et d'isogreffe et le rejet des greffons dans le cas d'allogreffe et xénogreffe sont dus à la présence de glycoprotéines membranaires situées à la surface des cellules greffées. Ces protéines jouent le rôle de marqueurs membranaires et portent le nom d'antigènes d'histocompatibilité. Si le donneur et le receveur ont les mêmes antigènes, le greffon est toléré et on dit qu'il y a histocompatibilité. Si les antigènes sont différents, le greffon est rejeté, le donneur et le receveur sont histo-incompatibles. Ces protéines, c'est-à-dire les marqueurs membranaires, ces protéines constituent des antigènes de l'histocompatibilité, sont contrôlés par des gènes formant un complexe appelé le complexe majeur d'histocompatibilité, ou le CMH. CMH, découvert chez la souris sur le chromosome 17. Activité 3.2. Quelle est la nature et le rôle des marqueurs tissulaires du soi? Afin de comprendre le rôle des marqueurs tissulaires CMH dans le rejet des greffes, on exploite les documents suivants. Donc, document 1. Grâce aux observations microscopiques et études biochimiques, les recherches ont permis d'identifier les marqueurs tissulaires, qui sont des glycoprotéines, et la figure 1 présente les schémas des marqueurs membranaires observés à la surface des cellules. C'est-à-dire à la surface des cellules, on peut observer, voilà la membrane cellulaire, caractérisée par la couche B des phospholipides, et là, bien sûr, on a des protéines à la surface, qu'on appelle le CMH. Comme question, quels sont les différents types de marqueurs tissulaires et leurs caractéristiques? Donc, d'après ce document-là, bien sûr, on voit bien qu'il y a deux types de CMH, CMH1 et CMH2. Les deux types sont formés de deux chaînes peptidiques. Seulement pour le CMH2, les deux chaînes sont incorporées dans la membrane. Par contre, celle-ci, il y a seulement une seule chaîne qui est incorporée. Les études biochimiques et les observations microscopiques ont permis de distinguer la présence de deux molécules de CMH, appelées aussi HLA, chez l'homme.
qui se répartissent en deux classes. Les molécules HLA de classe 1, appelées CMH1 ou HLA1, situées à la surface de toute cellule nucléée. Donc toutes les cellules qui ont un noyau présentent le CMH1, sauf les cellules germinales et les hématies, ce sont les globules rouges. Les molécules HLA de classe 2, c'est-à-dire le CMH2, elle est située à la surface des cellules impliquées dans l'immunité, tels les macrophages, les monocytes, les cellules dendritiques et les lymphocytes. Et que les deux classes de CMH ont des structures différentes, comme vous voyez ici. Chaque molécule HLA au CMH est essentiellement constituée de deux chaînes peptidiques, A et B, alpha, bêta. HLA1 est formé d'une chaîne alpha longue encastrée dans la membrane cellulaire transmembranaire et d'une petite chaîne bêta-2 extracellulaire. La structure globulaire est stabilisée par des ponts disulfure, c'est-à-dire que les deux chaînes peptidiques qu'on a ici, alpha et bêta, sont stabilisées, sont assemblées par des ponts disulfure. De même pour le CMH2, formé aussi de deux chaînes transmembranaires. Vous voyez, elles traversent tous les deux la membrane transmembranaire alpha et bêta, longue et encastrée dans la membrane cellulaire. Les deux classes HLA1 et HLA2 diffèrent par la nature des chaînes peptidiques, par la configuration spatiale du complexe glycoprotéique et par leur localisation à la surface des cellules. Donc les deux types de CMH sont différentes par leur nature de chaîne peptidique, par leur configuration spatiale, comme vous voyez, ils n'ont pas la même configuration spatiale, et par, bien sûr, la localisation au niveau de la surface des cellules. Document numéro 2. Déterminisme génétique des antigènes majeurs d'histocompatibilité. Grâce aux expériences de marquage radioactif, on a pu montrer que les antigènes HLA sont génétiquement déterminés par un système complexe de 4 gènes qu'on a notés A, B, C et D. Chez l'homme, les gènes de HLA sont situés dans une zone précise du bras court du chromosome 6. Ces gènes sont polymorphes, c'est-à-dire qu'il existe sous un nombre important d'allèles différents. Ces 4 gènes sont classés selon la nature, la fonction et la répartition cellulaire de leurs produits. Les gènes A, B et C constituent le CMH de classe 1. Ils contrôlent la synthèse des molécules de marqueurs HLA classe 1, donc CMH ou HLA c'est la même chose. Le gène D constitue le CMH de classe 2 et contrôle la synthèse des molécules de marqueurs HLA de classe 2. Chaque individu possède une combinaison d'allèles HLA unique et par suite des marqueurs membranaires caractéristiques. Donc vous voyez ici, chez l'homme, on parle de HLA au lieu de CMH. Le CMH, elle est contrôlé par des gènes A, B, C et D. Puisqu'il y a 4 gènes, on parle de complexe. C'est pourquoi on parle de complexe d'histocompatibilité génétique, parce qu'on parle de gènes. Donc voilà les 4 gènes, ils sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome, et ils sont polymorphes ou polyalléliques. C'est-à-dire que chaque gène présente plusieurs allèles. Par exemple, A, il présente 82 allèles, B, 188 allèles, C, 63, etc. Et que le A, B, C constitue le CMH de classe 1 et le D constitue le CMH de classe 2. Alors, comme question, en exploitant les documents présents, que peut-on dire sur l'origine génétique? Cette incompatibilité tissulaire est due à la présence des antigènes marqueurs du soi à la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme. Ces antigènes marqueurs du soi appelés CMH membranaires sont des glycoprotéines membranaires et qui sont codés par des gènes liés, codominants et polyalléliques. A présente 82 allèles, B 188 allèles, etc. Localisés sur le chromosome numéro 6 et qui forment un complexe appelé le complexe majeur d'histocompatibilité. C'est le CMH génétique. Chez l'espèce humaine, le CMH s'appelle le HLA
et chaque individu hérite 2 allèles de chacun de ces gènes, ainsi il dispose d'une combinaison allylique originale. La plupart des individus sont hétérozygotes pour tous ces gènes. Remarquez ici, un père, une mère, donc il a ce qu'on appelle son génotype et le génotype de la mère et du père. Donc pour avoir un enfant, chacun va donner un gamète contenant un chromosome numéro 6 contenant les 4 types de gènes, mais différents de point de vue allèle. Donc l'individu qu'on va obtenir va présenter bien sûr les génotypes totalement différents du père ou de la mère et même de ses frères. La plupart des individus sont hétérozygotes pour tous ces gènes. Le nombre de recombinaisons possibles sera 82 fois 188 fois 63 fois 199, ce qui va donner à peu près 193 millions de combinaisons. Donc on obtient un très grand nombre de combinaisons et on parle de groupe tissulaire, origine génétique de la diversité des molécules de CMH. On déduit que ces marqueurs sont spécifiques et diffèrent d'un individu à un autre, constituant ainsi une sorte de carte d'identité cellulaire, qui n'est identique que chez les vrais jumeaux, car ceux-ci sont génétiquement identiques. Document numéro 3. Dans toute cellule nucléée, des enzymes découpent les protéines synthétisées et les fragments peptidiques obtenus sont exposés à la surface cellulaire en association avec les molécules HLA formant les complexes HLA peptides. C'est-à-dire maintenant on va chercher quel est le rôle de CMH. Donc 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas, le deuxième cas et un troisième cas. Dans le premier cas, la cellule est normale, le peptide provient d'une protéine normale du soi. Le complexe HLA peptide ne déclenche pas de réaction immunitaire, c'est la tolérance du soi. Je explique. La cellule, elle est normale. Elle va bien sûr synthétiser des protéines qui sont normales. Après dégradation, elle va faire sortir une molécule, cette protéine, grâce au CMH à l'extérieur pour la présenter aux cellules immunitaires. Donc le complexe HLA peptide du soi, qui est normal, ne sera pas reconnu par la cellule immunitaire comme du non-soi, et bien sûr, elle va la tolérer, elle va la laisser tranquille. Deuxième cas, la cellule est cancéreuse. Donc si la cellule est cancéreuse, elle va produire une protéine anormale, et elle sera bien sûr reconnue par la cellule immunitaire comme non-soi, et bien sûr, elle va l'attaquer. Donc la cellule est cancéreuse, le peptide provient d'une protéine anormale du soi, le complexe HLA peptide est reconnu comme non-soi et déclenche une réaction immunitaire qui vise à éliminer la cellule qui porte cette protéine anormale. Troisième cas, la cellule est infectée par un microbe, un virus ou une bactérie. Le peptide provient d'une protéine du microbe, le complexe HLA peptide est reconnu comme non-soi et déclenche une réaction immunitaire qui vise à éliminer la cellule qui porte ce complexe. C'est-à-dire lorsque une cellule est infectée par le virus, les protéines produites par cette cellule seront des protéines virales. Le CMH va faire sortir un antigène à l'extérieur pour le présenter aux cellules immunitaires qui reconnaissent cet antigène viral et bien sûr vont l'attaquer pour l'éliminer. Alors, comme question, en exploitant les documents présents, la troisième question qu'on a, déterminer le rôle des HLA, c'est-à-dire le CMH, ou le mécanisme assurant la surveillance du soi. Dans un organisme normal, dans toutes les cellules, des enzymes spécifiques découpent les protéines produites au niveau du cytoplasme, les fragmentent en peptides déterminants antigéniques, sont exposés à la surface cellulaire en association avec les molécules HLA, donnant ce qu'on appelle le complexe HLA peptide. Si les peptides exposés proviennent de cellules normales, le complexe HLA peptide, c'est-à-dire molécule de soi, ne déclenche pas de réponse. C'est la tolérance du soi. Si au contraire le peptide est d'une provenance étrangère, peptide viral, peptide d'un allogreffe, etc., ou une peptide du soi modifiée, les cellules cancéreuses, le complexe HLA peptide est reconnu comme un non-soi et il déclenche une réaction immunitaire spécifique. Les molécules HLA posées en antenne
c'est-à-dire à la surface des cellules, constitue donc la cible des cellules immunitaires qui déclenchent la réaction de rejet puisqu'ils présentent les peptides du soi ou non-soi. Les molécules de CMH de classe 1 présentent des peptides endogènes, normales ou non, qui sont synthétisés par la cellule, toute cellule nucléée, tandis que les molécules de CMH de classe 2 présentent des peptides exogènes phagocytés par certaines cellules immunitaires. Conclusion. L'immunité est la propriété que possède l'organisme de se défendre contre l'agression par un agent qui lui est étranger. Le système immunitaire doit pour cela faire la distinction entre ses propres constituants pour éliminer le non-soi et tolérer le soi. La capacité du système immunitaire à distinguer le soi du non-soi réside à la présence, au niveau de la membrane cellulaire, des molécules dont dépend l'acceptation ou le rejet de cellules transférées d'un donneur chez un receveur. Ces molécules membranaires, appelées marqueurs du soi ou antigènes du soi, définissent l'identité des cellules de l'organisme. Elles sont caractéristiques de l'individu et dépendent d'un programme génétique qu'il possède et qui est hérité de ses parents. Les marqueurs du soi. Il y a les marqueurs de soi mineurs et les marqueurs de soi majeurs. Les marqueurs du soi mineurs sont caractéristiques pour les groupes sanguins, c'est-à-dire les marqueurs des hématies globules rouges du système ABO ou les marqueurs des hématies du système Rhesus. Les marqueurs majeurs, qu'on appelle aussi les marqueurs tissulaires, appelés marqueurs du CMH, antigène d'histocompatibilité aux molécules HLA chez l'homme. On distingue deux classes de molécules HLA. Des molécules HLA de classe 1, molécules HLA de classe 1 aux marqueurs de CMH1 se trouvent à la surface de toutes les cellules nucléées. Par contre, le HLA2 ou CMH2 se trouve à la surface des cellules immunitaires, c'est-à-dire des globules blancs, lymphocytes, les macrophages, etc. Ces marqueurs sont différents d'un individu à un autre et constituent une sorte de carte d'identité moléculaire. Ils sont exceptionnellement identiques chez les vrais jumeaux, qui sont génétiquement identiques, et parfois chez les frères et sœurs. Chaque individu présente 50% de ressemblance de ces molécules HLA avec chacun de ses parents. Plus le degré de parenté entre deux individus est grand, plus la similitude entre les molécules HLA est grand, et plus la probabilité de réussite d'une greffe de tissu ou d'organes entre ces individus est élevée. Alors, ce qui est à retenir. Le soi et le non-soi sont des notions importantes en immunologie. Le soi correspond à l'ensemble des constituants de l'organisme résultant de l'expression de son génome. Le non-soi est constitué par l'ensemble des molécules étrangères à l'organisme, c'est-à-dire non codées par son génome. Le système immunitaire développe contre le non-soi des réactions ayant pour conséquence son élimination. Les protéines de classe 1, c'est-à-dire le CMH1 ou HLA1 et de classe 2, ont pour rôle de distinguer le soi du non-soi et de vérifier le bon déroulement des événements à l'intérieur de la cellule. À la prochaine vidéo, concernant toujours l'immunologie, on va continuer avec les moyens de défense non spécifiques.